1492. Voilà une date majeure dans les annales historiques occidentales. Cette date marque la soi-disant découverte de l'Amérique par l'un des navigateurs non seulement les plus connus, mais aussi les plus controversés de l'histoire moderne, Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est en tout et pour tout le symbole de la puissance occidentale sur les autres civilisations. C'est justement par ces soi-disant découvertes que les Européens vont poser le pied sur l'Amérique et ses richesses. On se rappelle encore tous en école élémentaire, comme l'on nous faisait répéter que Christophe Colomb était celui qui avait découvert l'Amérique. En fait, il n'en est rien, et je vous en parle maintenant sur Peuple Ébène. Bienvenue. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. La question que je me suis toujours posée est celle de savoir comment peut-on découvrir un lieu qui est déjà habité. Car rappelez-vous, les Amérindiens habitaient déjà l'Amérique à l'arrivée de Christophe Colomb. Mais bref, mettons-nous dans le contexte de la découverte et de l'exploration, n'est-ce pas? Selon des sources historiques, bien avant Christophe Colomb, les peuples vikings auraient exploré les Amériques. En ce qui concerne les explorations africaines, un certain nombre de documentations existent qui donnent la preuve de l'existence des traces africaines dans les Amériques. Comment cela s'est-il fait? Et comment cela est-il possible? Leo Weiner, historien américain, né en Russie et professeur à l'université de Harvard aux États-Unis, a mené une série de recherches historiques, linguistiques et botaniques qui a débouché sur un essai en 3 volumes appelé L'Afrique et la découverte de l'Amérique. Dans cet essai, il démontre qu'avant la période de Christophe Colomb, des relations extensives existaient déjà entre l'Afrique noire et les peuples d'Amérique. D'abord, sur le plan de l'exploration en elle-même, dans le journal de son 2e voyage aux Amériques, Christophe Colomb raconte que les indigènes de l'île d'Hispaniola lui auraient remis un bout de lance en or dont ils attribuent l'origine à des personnes à la peau noire venues de l'Est et du Sud-Ouest dans de grandes embarcations. Dès son retour en Espagne, Christophe Colomb aurait fait examiner ce bout de lance par des métallurgistes. Ils découvrirent que la composition mixte de cette lance résultait de 32 parties, dont 18 en or, 6 en argent et 8 en cuivre. Il correspondrait exactement aux lances fabriquées pendant des milliers d'années par les guerriers de l'époque médiévale en Afrique de l'Ouest, incluant l'Empire du Mali et l'Empire des Arabes de l'Afrique du Nord. Les peuples de l'Afrique de l'Ouest appelaient ces bouts de lance guanais, même nom attribué par les natifs de l'île d'Hispaniola. Malgré ce fait, aucune autre allusion n'a été relevée sur cette histoire. Certainement une volonté
de préserver les intérêts de la couronne espagnole qui voyait d'un mauvais œil que des concurrents les auraient devancés. Les allégations du roi Juan II du Portugal, selon lesquelles des navires venant des côtes de la Guinée en Afrique avaient été découverts sur les côtes des Amériques, avaient inspiré en effet le troisième voyage de Christophe Colomb. En effet, les Espagnols et les Portugais sont eux-mêmes très familiers avec les peuples arabes de l'Afrique du Nord qui, d'ailleurs, avaient établi leur domination sur la péninsule ibérique pendant plus de 700 ans. Oui, pendant plus de 700 ans. Ils savaient aussi que ceux-ci étaient des navigateurs chevronnés, étant donné que leur talent de navigateur leur avait permis de conquérir la péninsule. En plus, lors de son premier et de son dernier voyage sur l'Amérique, Christophe Colomb avait pris avec lui un navigateur pilote arabe de l'Afrique du Nord nommé Pedro Alonso del Niño. Au plan linguistique, plus loin dans ses recherches, Leo Wiener, qui était aussi un linguiste, se rend compte que beaucoup d'îles dont Christophe Colomb a changé le nom, par exemple Canabanu qui devient San Salvador et Saumento qui devient Isla Bella et plusieurs autres îles ont des consonances africaines, plus particulièrement bantou et arabe. Sur le plan botanique, Weiner et d'autres botanistes se rendent compte que certaines plantes originaires d'Afrique existaient en Amérique même avant l'arrivée de Colomb. C'est le cas par exemple des calebasses, qui sont typiquement originaires d'Afrique de l'Ouest, mais qui étaient cultivées en Amérique bien avant l'arrivée de Christophe Colomb et bien avant qu'il ne soit cultivé en Indonésie et en Polynésie. Certaines autres cultures vivrières dont la présence est notée sur les deux continents datent certainement des échanges commerciaux qui auraient existé avant l'arrivée de Christophe Colomb. Sinon, il serait difficile d'expliquer en effet leur présence dans les deux continents, c'est-à-dire africains et américains. Ce sont en l'occurrence la banane plantain, le coton et la patate douce. Cette assertion confirme donc que les Africains avaient des navires qui leur permettaient d'aller en pleine mer et pratiquer leur traversée et leur commerce. Des traces historiques de bateaux africains existaient près de 3500 ans avant Jésus-Christ. Des écrits de Pacheco Pero, un capitaine portugais datant de 1500 après Jésus-Christ, c'est-à-dire juste après les premières explorations de Christophe Colomb, parle de grands canoës de navigation que fabriquaient les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ces grands canoës, les catamarans, étaient souvent fabriqués à l'aide de grands troncs d'arbres qui sur mer pouvaient contenir jusqu'à 80 personnes. Beaucoup reconnaissent la capacité de ces canoës à naviguer en pleine mer. D'autres navigateurs portugais, comme le capitaine Pereira, ont eu écho que les Africains visitaient le Brésil dans les années 1400 après Jésus-Christ. Sur le plan historique, Mansa Moussa, roi de l'Empire du Mali, que certains ou que beaucoup reconnaissent comme l'un des hommes les plus riches de tous les temps, lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, fut abordé par l'historien arabe Al-Umari sur les conditions de son accession au pouvoir. Sur cette question, voici ses propos. Le souverain qui m'a précédé ne croyait pas qu'il était impossible
d'atteindre l'extrémité de l'océan qui entoure la Terre, signifiant l'Atlantique, et a voulu y parvenir et a obstinément persisté dans son entreprise. Il équipa donc 200 bateaux pleins d'hommes, autant d'autres pleins d'or, d'eau et de vivres suffisants pour plusieurs années. Il a ordonné au chef, l'amiral, de ne pas revenir jusqu'à ce qu'il ait atteint l'extrémité de l'océan, ou s'il avait épuisé les provisions et l'eau. Ils sont partis. Leur absence s'est prolongée sur une longue période et, enfin, un seul bateau est revenu. Lors de notre interrogatoire avec le capitaine, il a déclaré: « Prince, nous naviguons depuis longtemps jusqu'à ce que nous voyions au milieu de l'océan comme si une grande rivière coulait violemment. Mon bateau était le dernier, d'autres étaient en avance sur moi. Dès que l'un d'eux a atteint cet endroit, il s'est noyé dans le tourbillon. Il n'est jamais sorti. J'ai fait marche arrière pour échapper à ce courant. » Mais le sultan ne voulait pas le croire. Il fit équiper 2000 bateaux pour lui et pour ses hommes, et 1000 autres pour l'eau et les vivres. Puis, il m'a conféré la régence pendant son absence et est parti avec ses hommes sur le voyage océanique pour ne jamais revenir ni donner un signe de vie. Dans ces récits, le capitaine faisait certainement allusion au courant Canari qui est un courant marin. Un courant marin est un mouvement d'eau de mer régulier, continu et cyclique. Ce type de mouvement est dû aux effets combinés du vent, de la force de Coriolis et de différences de température, densité et salinité, ainsi qu'évidemment au contour des continents, mais aussi au relief de profondeur et à l'interaction entre les courants. Du point de vue quantitatif, un courant marin est caractérisé par sa vitesse et son débit, mais également par sa température et bien entendu son sens de direction. Ceci est certainement ce à quoi les navigateurs maliens ont fait face. Il est clair donc que les navigateurs maliens ont essayé, sinon atteint les Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. De nombreux témoignages de navigateurs portugais et espagnols tels que Vasco Núñez de Balboa affirment avoir aperçu des Éthiopiens sur l'île de Panama. C'est le lieu de noter que si cette histoire de la découverte de l'Amérique par les Africains est mise sous silence, c'est parce qu'elle n'a jamais été attrayante pour l'Occident, dont la découverte ou encore la soi-disant découverte de l'Amérique prend une forme de conquête dont on ne peut pas partager la gloire avec une autre race ou un autre continent. C'est aussi et bien sûr une histoire de pouvoir et d'influence et de concurrence aussi entre les nations européennes dans une période où les prouesses de l'Afrique n'avaient pas leur place. Mais une chose est sûre, la contribution de l'Afrique dans l'exploration de l'Amérique est aujourd'hui une évidence. Et oui, en effet, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. En fait, il a été le dernier à la visiter. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène.